Bonjour les petits sixièmes. Nous allons travailler aujourd'hui en sciences et technologies la matière. La matière, nous savons qu'elle est très diverse. Donc on parle de diversité de la matière. Nous savons qu'il y a de la matière à petite et à grande échelle. Nous allons pouvoir définir cette matière à grande échelle. Et nous allons pouvoir caractériser également un échantillon de matière. Quelques mots d'abord sur la diversité de la matière. La matière qui nous entoure, elle est très diverse. Il y a beaucoup de matière partout. Il y a des métaux, des minéraux, du verre, du plastique. De la matière organique également, sous différentes formes, et différents états physiques. L'état physique est l'état liquide, solide ou gazeux d'un échantillon de matière, et cet état physique dépend notamment de la matière, mais pas que cela. Nous allons également parler tout à l'heure de matière à grande échelle. Eh bien, la matière, dans l'univers, elle est partout présente. La Terre, elle, est surtout constituée de minéraux et de métaux. D'autres planètes, comme Jupiter, sont constituées de gaz en surface. Nous pouvons caractériser la masse d'un échantillon de matière qui se mesure par exemple avec une balance. Et l'unité légale de la masse, c'est le kilogramme, et le symbole de kilogramme, c'est Kg. La masse des planètes, elle est très grande par rapport à la masse, évidemment, d'un échantillon de matière que nous pouvons trouver dans la vie de tous les jours. Comment caractériser un échantillon de matière? C'est ce que nous verrons plus en détail tout à l'heure. Eh bien, un échantillon de matière peut être caractérisé par ce que l'on appelle des propriétés. Alors, il y a plusieurs sortes de propriétés. Ça peut être, par exemple, la densité, la solubilité, la conductivité électrique, notamment, et l'élasticité, et puis bien d'autres encore. Les échantillons de matière n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Alors, essayons maintenant de détailler un petit peu plus ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la diversité de la matière d'abord, la matière à grande échelle ensuite, et caractériser un échantillon de matière ensuite. Alors, prenez quelques minutes pour vous détendre, prenez un cahier, un stylo, faites des arrêts sur la vidéo, faites des pauses comme vous voulez. Alors, nous allons essayer de rendre compte de choses en utilisant un vocabulaire précis et extraire des informations utiles, notamment lorsque nous allons pouvoir parler de l'observation de la diversité de la matière. Les liquides, les solides et les gaz sont de la matière. Cette matière, elle se présente sous divers états. On dit qu'elle est très diverse. Et par exemple, si vous allez faire un petit tour dans une déchetterie, vous allez devoir trier certaines matières, donc certains déchets, avant d'en recycler certains. Alors, en quoi est-ce que l'on peut dire que la matière est très diverse? Pourquoi est-ce que l'on observe autour de nous une grande diversité de matières? Alors, diversité, évidemment, ça veut dire beaucoup de choses. Plus ou moins beaucoup de choses. Bon. Alors, vous pouvez regarder, par exemple, à la piscine, des enfants. Des enfants, donc, qui portent des vêtements qui peuvent être en coton ou dans une autre matière que l'on appelle le polyester. Eh bien, lorsque l'on parle de matière plastique, on peut parler de polyester. Les polyesters sont de la matière plastique. Et c'est cette matière plastique, polyester, elle est fabriquée par l'homme. Elle passe à l'état liquide vers 260 degrés Celsius. Donc lorsque vous mettez des vêtements en polyester et que vous allez dans la piscine fait combien? 28 degrés peut-être? Bon, ça dépend des endroits. Eh bien, vous voyez que votre vêtement ne va pas fondre du tout,
puisque la température de l'état liquide du polyester est de 260 degrés. Imaginez, vous êtes tous à la piscine, imaginez que vos vêtements en polyester, donc que ce soit les maillots de bain, que ce soit les petits chapeaux, que ce soit les brassards éventuellement que vous pouvez trouver dans une autre matière, imaginez que tout se dissolve dans l'eau ou passe à l'état liquide dans l'eau, ce serait un petit peu catastrophique. Vous pouvez également vous amuser à retrouver sur Internet de l'aluminium liquide. Donc l'aluminium peut couler lorsqu'il est à l'état liquide, c'est-à-dire à partir de 660 degrés Celsius à peu près. D'autre part, vous avez souvent remarqué, ou peut-être remarqué déjà, qu'il existe des cars ferries. Les cars ferries, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils transportent des véhicules. La coque du car ferry est dans quelle matière, à votre avis? Vous avez 5 secondes pour répondre. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, sa coque contient un métal que l'on extrait dans les mines. Et ce métal s'appelle l'aluminium. Le métal est bien une matière qui laisse passer la chaleur et également l'électricité. Donc vous voyez que dans cette première unité, lorsque l'on parle d'observation de la diversité de matières, on a parlé de polyester, d'aluminium, de cars ferry qui ont une coque en aluminium, mais nous pouvons également observer quelquefois des fourmis qui transportent des choses vertes. Que sont ces choses vertes? Eh bien, ce sont des morceaux de feuilles. Pourquoi est-ce qu'elles sont vertes? Nous verrons plus tard, dans d'autres cours, dans d'autres sections, que c'est parce qu'il y a la photosynthèse qui permet la fabrication de matières organiques. Donc vous pouvez observer par endroits, bon alors peut-être pas en France, mais des fourmis qui transportent des morceaux de feuilles. Alors en France, ces fourmis qui transportent les morceaux de feuilles, ça existe également, même des petits morceaux de biscuits, des petits morceaux de pain qui traînent là. Si vous avez une fourmi, vous avez constaté quelquefois qu'il y a des alignements de fourmis qui vont d'un endroit à un autre. Cet endroit, c'est quelquefois des poubelles, et l'autre endroit, c'est la fourmilière. Et vous pouvez observer des alignements, donc un cheminement des fourmis qui vont de l'un à l'autre des deux endroits, en transportant quelquefois des choses. Donc ces choses, c'est ramener de la nourriture en fait dans la fourmilière. Mais ils peuvent également se débarrasser de déchets qui seraient passés dans la fourmilière. Donc la matière qui constitue les êtres vivants est appelée matière organique et les feuilles sont de la matière organique et les fourmis aussi d'ailleurs. Et puis vous pouvez également observer des statues, par exemple une statue égyptienne qui peut être construite dans une matière que l'on appelle le basalte. Le basalte est une roche volcanique. Alors, une roche comme le basalte, qui est une roche volcanique, l'eau, les sels minéraux ou bien encore l'air qui nous entoure, sont d'autres exemples de matières minérales. Donc voilà pour l'observation de la diversité de la matière. On avait dit en quoi peut-on dire que la matière est très diverse? Eh bien, on a vu qu'il y avait, par exemple, le polyester, l'aluminium. On peut voir également les feuilles, qui sont de la matière organique. Les fourmis sont des êtres vivants, mais qui sont également de la matière organique. Et nous pouvons voir également d'autres matières, comme par exemple des roches volcaniques, telles le basalte. Mais nous savons également qu'il existe de l'eau, des sels minéraux, et bien d'autres éléments de matière encore. Ensuite, dans la deuxième chose que dont nous avions parlé, c'était la matière à grande échelle. Alors, là, il s'agit d'exploiter des documents au niveau des compétences et de rendre compte de choses en utilisant un vocabulaire précis. La matière à grande échelle, ça veut dire que si vous considérez ce qui est grand, par exemple la Terre dans son intégralité, dans sa totalité, eh bien, elle est grande, cette Terre. Eh bien, quelle est la matière qui compose la Terre?
Alors la matière, elle est très diverse, il y en a partout dans l'univers, et donc sur notre planète également. Et nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de diversité de la matière, nous avons vu que à l'échelle locale, c'est-à-dire à petite échelle, il y a différents types de matière. Quelle est la matière des planètes et de l'univers? Eh bien, si nous prenons la planète Terre, si nous faisons la coupe de la planète Terre, donc on voit qu'il y a 4 couches différentes. Il y a la croûte qui est constituée par des roches qui sont solides. Il y a également sous la croûte, et en allant vers le centre de la Terre, il y a ce que l'on appelle le manteau, qui est constitué également de roches solides. Si nous descendons un petit peu plus, il y a ce que l'on appelle le noyau externe, qui est constitué par des métaux liquides. Et enfin, tout au centre de la Terre, il y a ce que l'on appelle le noyau interne, constitué de métaux solides. Donc le noyau est constitué en fait du noyau externe, qui est solide et qui est liquide, et du noyau interne qui est solide. La masse de la Terre, nous pouvons la calculer, du moins en faire une estimation. Elle est de l'ordre, en milliards, de 5, 973 et 600. Donc ça veut dire 5 973 600 milliards de kilogrammes. Alors on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Donc ça, c'était pour la planète Terre qui est vue en coupe. Nous pouvons voir donc qu'il y a de la matière à grande échelle, croûte, manteau, noyau externe, noyau interne, constitué de roches soit solides, soit liquides. Ensuite, une autre planète, comme Jupiter, par exemple, que l'on peut regarder en coupe, c'est une planète du système solaire et c'est une planète gazeuse. Donc il n'y a pas de choses solides, mis à part le noyau, tout au centre, qui est constitué de roches solides. Mais sinon, autour, donc la première couche est constituée par de l'hydrogène gazeux. Sous l'hydrogène gazeux, il y a de l'hydrogène liquide. Et sous, donc un petit peu plus en profondeur encore, et juste avant le noyau, il y a toujours de l'hydrogène liquide. Donc on a du gaz, des liquides et des solides. Donc on voit que la planète Jupiter est constituée de matière à grande échelle, matière gazeuse ou matière gazeuse, enfin hydrogène liquide par exemple, et le noyau constitué de roches solides. Si on regarde à plus grande échelle encore, eh bien, nous considérons notre galaxie que l'on appelle la Voie lactée. Notre Soleil, avec ses planètes qui tournent autour, dont la Terre, nous en avons parlé, Jupiter, nous en avons parlé, mais il y a d'autres planètes également, eh bien, font partie de la Voie lactée. Notre Soleil est un Soleil parmi des milliards d'autres dans notre Voie lactée, qui est une galaxie. Donc la galaxie, c'est quoi? Eh bien, c'est beaucoup d'étoiles. C'est un ensemble d'étoiles. Et la nôtre, notre galaxie, contient environ 200 milliards d'étoiles. Alors, c'est une approximation, évidemment. Et parmi toutes ces étoiles, il y en a une que vous connaissez tous, et je vous en ai parlé précédemment, c'est le Soleil. Le Soleil est une étoile, et l'univers entier contient 100 milliards de galaxies. Nous avons dit que le Soleil est dans notre galaxie qui est la Voie lactée. Eh bien, des galaxies, il y en a 100 milliards. C'est une approximation. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus, peut-être qu'il y en a beaucoup moins. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc, la matière de l'univers est constituée principalement, devinez quoi? D'hydrogène. Alors, tout à l'heure, on a vu que la planète Jupiter était constituée globalement d'hydrogène, soit gazeux, soit liquide, et ensuite de roches solides. Donc voilà, notre système solaire, quelque part dans la Voie lactée, contient donc de nombreuses planètes, très certainement, et en tout cas de très nombreux soleils. Ensuite, nous pouvons regarder la matière d'une roche, à plus grande échelle également, que l'on appelle la péridotite. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y avait au niveau de la Terre ce qu'on appelle le manteau.
Eh bien, dans le manteau, il y a une roche que l'on appelle de la péridotite. La péridotite est constituée de minéraux qui sont plus ou moins verdâtres. Donc une partie de la roche volcanique est constituée de basalte et la partie verte, c'est un fragment de roche qui constitue le manteau de la Terre et que l'on appelle la péridotite. Donc voilà, donc un fragment de roche qui contient du basalte et de la péridotite. Alors, si vous regardez au microscope une coupe de péridotite sous forme de ce que l'on appelle les lames minces, eh bien, vous constatez que la péridotite est faite d'un assemblage de différentes formes géométriques et ces formes géométriques sont des cristaux. Donc la péridotite est constituée de plusieurs sortes de cristaux. Certaines roches ne contiennent pas de cristaux, ce sont des verres, ce qu'on appelle des verres. Par exemple, vous pouvez avoir le verre volcanique. C'est du verre, c'est une matière qui ne contient pas de cristaux et qui est appelée verre. V-E-2-R-E. Donc voilà. Voilà pour cette matière à grande échelle où nous avons parlé de la planète Terre, qui est vue en coupe. Nous avons parlé également de la planète Jupiter, des galaxies, d'un exemple de roche type basaltique qui renferme des inclusions de péridotite. Et nous avons vu également qu'il y a des cristaux qui portent différents noms que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui. Ensuite, après avoir observé la diversité de la matière à grande échelle, voyons maintenant comment caractériser un échantillon de matière, où là, avec votre enseignant, vous allez pouvoir expérimenter et présenter des choses avec un tableau. Alors, caractériser un échantillon de matière, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que l'on peut en dire? Eh bien, si l'on a avec soi un échantillon de matière et si nous voulons le caractériser, eh bien, on peut étudier certaines de ses propriétés. Par exemple, est-ce qu'il est capable de se déformer? Est-ce qu'il est plastique, c'est-à-dire comme de la pâte à modeler, est-ce que l'on peut le modeler? Est-ce qu'il flotte sur l'eau? Est-ce qu'il flotte sur l'huile, etc., etc. Donc, nous pouvons caractériser un échantillon de matière. Oui, mais comment est-ce que l'on peut les caractériser? Eh bien, essayons de voir d'abord quelques propriétés de la matière. Un échantillon de matière va posséder différentes propriétés. Alors, ça peut être la conductivité électrique, par exemple. Ça peut être l'élasticité, la solubilité, la densité, etc., etc. Et chacune de ces propriétés peut être mesurée ou bien évaluée en faisant des expériences, et notamment des expériences précises, si l'on veut, par exemple, voir si un échantillon de matière peut flotter sur l'eau, par exemple. Donc ces expériences précises vont permettre de caractériser de la matière, donc du moins un échantillon de matière, et nous allons pouvoir le comparer également à d'autres échantillons. Par exemple, si nous prenons différentes roches, nous avons vu tout à l'heure le basalte, eh bien nous avons vu que cette roche volcanique peut renfermer des inclusions de péridotite, qui est une autre roche. Eh bien peut-être que ces deux roches n'ont pas les mêmes propriétés. Bon, donc nous pouvons comparer. Alors commençons par expérimenter quelques objets de votre trousse d'école. Eh bien, vous pouvez déterminer si leur densité est supérieure ou inférieure à 1 et vous pouvez également tester leur conductivité. Alors, un test de densité d'abord. Par convention, la densité de l'eau liquide est égale à combien à votre avis? Eh bien, c'est égal à 1. Si un échantillon de matière immergé dans l'eau liquide coule, alors ça veut dire que sa densité est supérieure à 1. Si un échantillon de matière immergé dans l'eau liquide remonte à la surface, alors sa densité est inférieure à 1. Donc l'échantillon coule, densité supérieure à 1. L'échantillon flotte, densité inférieure à 1. Inférieure ou égale à 1.
d'ailleurs, puisque l'eau a une densité de 1. Et tout ce qui est plus lourd que l'eau va tomber, donc densité supérieure à 1. Et tout ce qui est moins lourd que l'eau va flotter, voire aller dans l'air, comme par exemple l'air lui-même, qui est plus léger que l'eau. Donc l'air a tendance à sortir de l'eau. Alors, vous prenez par exemple donc un bécher, vous mettez de l'eau à l'intérieur et puis vous mettez par exemple un capuchon de tube de colle, un polypropylène qui est du plastique, et vous apercevez que ce capuchon va flotter. Donc sa densité est inférieure ou égale à 1. Vous pouvez également mettre une gomme en PVC, qui est du plastique également, et vous vous apercevez que cette gomme, elle tombe au fond du bécher. Donc la densité de cette gomme en PVC est supérieure à 1, puisque elle tombe, cette gomme, au fond de l'eau. Vous pouvez également faire des tests de conductivité électrique. Un conducteur électrique laisse circuler l'électricité, évidemment. Alors, vous pouvez tester, donc vous faites un montage, il faut faire un montage électrique que vous allez voir avec votre enseignant, et puis vous testez les échantillons et vous regardez l'état de la lampe pour voir si cette lampe s'allume ou s'éteint lorsque vous faites un circuit. Vous mettez par exemple un taille-crayon en aluminium. Eh bien, vous vous apercevez que la lampe s'allume, donc le crayon en aluminium laisse circuler en tout cas l'électricité, donc le courant électrique. Si vous mettez un capuchon de tube de colle en plastique dans votre circuit, eh bien, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de courant électrique. Donc la lampe ne s'allume pas en fait. Donc si vous prenez le capuchon de tube de colle en polypropylène, eh bien le polypropylène ne laisse pas passer le courant électrique. Et ce polypropylène, vous avez vu tout à l'heure qu'il était capable de flotter. Donc densité supérieure ou égale, inférieure ou égale à 1. Ensuite, si vous prenez un morceau de papier, eh bien, vous vous apercevez que la lampe ne s'allume pas. Par conséquent, le papier ne laisse pas passer le courant électrique. Donc voilà pour deux exemples de propriétés, la densité et la conductivité électrique. Donc c'était caractériser un échantillon de matière pour caractériser différentes propriétés, pour mettre en évidence différentes propriétés. Ensuite, essayons de tester la solubilité et l'élasticité d'échantillons, la solubilité du sable avec l'eau par exemple. Et ensuite, nous verrons la solubilité du sel avec l'eau par exemple. Alors la solubilité, ça veut dire que si vous mettez dans l'eau, par exemple un sucre, eh bien vous vous apercevez que le sucre se dissout, se mélange à l'eau, et qu'à un moment donné, on ne le voit plus du tout. Si vous mettez un caillou dans l'eau, eh bien, le caillou reste dans l'eau. Il ne se dissout pas. Si vous mettez du sable dans l'eau, le sable reste dans l'eau, il ne se dissout pas. Si vous mettez du sel dans l'eau, il se dissout. Donc vous mettez, par exemple, pour tester la solubilité du sable avec l'eau, vous prenez 2 tubes à essai. Dans l'un, vous mettez 5 grammes d'eau, et vous ajoutez 5 grammes de sable et vous agitez et vous attendez un petit peu que le mélange se repose. Eh bien, vous apercevez qu'en haut, il y a de l'eau et en bas du tube, il y a le sable. Donc, ça veut dire que le sable n'est pas soluble dans l'eau, premièrement, et deuxièmement, ça veut dire que le sable est plus lourd que l'eau. L'eau a une densité de 1, comme nous avons vu précédemment, et le sable a une densité supérieure à 1, puisque ce sable tombe au fond de l'eau. Ensuite, testons la solubilité du sel avec l'eau. Alors, vous prenez 2 tubes à essai, ou un tube à essai, vous pouvez prendre un tube témoin. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit, vous prenez 2 tubes à essai. Alors, évidemment, lorsque vous faites le mélange d'eau et de sable, vous mélangez. Bon, vous pouvez très bien faire l'essai avec un seul tube ou 2 tubes. Tout à l'heure, je vous ai dit 2 tubes, mais si vous prenez un seul tube, ça suffit. C'est juste pour prendre un témoin. Alors, à ce moment-là, il faut prendre 2 témoins. Un tube avec de l'eau toute seule et un tube avec du sable tout seul. Bon.
Et puis pour la solubilité du sel, vous prenez un tube dans lequel vous mettez de l'eau toute seule et un tube dans lequel vous mettez du sel tout seul. Et puis vous mélangez les deux. En fait, dans un troisième tube, vous faites un troisième tube, vous mettez par exemple 5 grammes d'eau et vous mettez, disons, 1 gramme de sel. Vous remuez bien, vous agitez bien et vous attendez le repos. Eh bien, vous apercevez qu'il n'y a plus de sel. Donc, ça veut dire que le sel est bien dissous dans l'eau et que le sel qui est dissous dans l'eau a peut-être la même densité que l'eau. C'est à vérifier. En tout cas, il est dissous. Et voilà. Alors, si vous rajoutez un petit peu plus de sel, et même beaucoup plus de sel, eh bien, vous vous apercevez que un peu de sel reste au fond de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on a atteint la capacité maximale de l'eau à dissoudre du sel. Le sel ne peut pas dissoudre plus qu'il ne peut le faire. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne peut plus rien dissoudre. Et l'eau, le sel en excédent qui n'est pas dissous va tomber au fond du tube. Ensuite, vous pouvez tester l'élasticité de matière. C'est par exemple d'un bracelet en caoutchouc artificiel. Alors, vous pouvez concevoir une expérience, la faire avec votre enseignant. Vous proposez par exemple une expérience pour montrer que le sucre est plus soluble que le sel dans l'eau, pour ce qui concerne les expériences précédentes. Et ensuite, vous pouvez proposer une autre expérience pour montrer que la pâte à modeler est moins élastique que le caoutchouc. Alors, par exemple, vous mettez un bracelet en caoutchouc, ou plusieurs, sur votre poignet, et vous tirez sur le bracelet en caoutchouc. Vous relâchez et vous vous apercevez que le caoutchouc reprend sa forme initiale. Le caoutchouc est élastique, il ne se casse pas, il est élastique, et donc il est capable de reprendre sa forme initiale. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec, par exemple, de la pâte à modeler. Vous faites un bracelet en pâte à modeler, vous tirez dessus et vous vous apercevez que le bracelet va casser. Donc la pâte à modeler n'est pas du tout élastique. Donc voilà, vous avez vu que l'élasticité, c'est une propriété qui est pour laquelle un objet est capable de reprendre sa forme d'origine après une déformation. Et vous avez vu également que la solubilité d'un solide, c'est la capacité de se dissoudre dans un solvant, par exemple dans l'eau, par exemple. Je dis beaucoup de par exemple, il me semble. Donc voilà, nous avons vu dans ce premier chapitre concernant la matière, nous avons posé un grand problème. Donc, quelles sont les caractéristiques de la matière? Eh bien, la matière, je vais terminer par le résumé que je vous avais exprimé ou expliqué en début de séance. La matière, il faut 3 points importants à noter avec votre cahier et votre stylo, si vous voulez. Eh bien, la diversité de la matière. La matière qui nous entoure est diverse. Elle contient des métaux, des minéraux, du verre, du plastique. Alors, des verres, plusieurs sortes de verres, plusieurs sortes de plastique. Mais également, cette matière contient de la matière organique qui est présente sous différentes formes et sous différents états physiques. L'état physique est liquide, solide ou gazeux. C'est celui d'un échantillon de matière qui dépend notamment de la température, mais pas que de la température. Ensuite, dans la deuxième explication, nous avons parlé de matière à grande échelle. Eh bien, nous avons vu que la matière, elle est partout présente dans l'univers, que la Terre est constituée surtout de métaux et de minéraux, de roches en fait. D'autres planètes comme Jupiter sont constituées essentiellement de gaz en surface et jusqu'à une certaine profondeur, où le noyau, lui, sera solide. Mais Jupiter est une planète gazeuse. Alors, il y a d'autres planètes gazeuses et d'autres planètes solides. D'autres planètes solides, mais on n'a parlé que de la Terre et de Jupiter. Alors, on peut caractériser également la masse d'un échantillon de matière.
Donc, elle se mesure par une balance et l'unité égale de masse est le kilogramme. Donc, on exprime une masse en kilogrammes kg. Les masses. La masse des planètes est très grande par rapport à la masse d'un échantillon de matière de la vie courante, bien entendu. Alors, dans la troisième explication, nous avons parlé de la caractérisation d'un échantillon de matière. Un échantillon de matière peut être caractérisé par des propriétés de densité, de solubilité, de conductivité électrique, d'élasticité, etc. Donc 4 propriétés que nous avons pris en exemple. Et les échantillons de matière n'ont bien entendu pas tous la même propriété, ou les mêmes propriétés plutôt, donc les mêmes caractéristiques, sauf si vous prenez de basalte, de roches basaltiques, évidemment, les propriétés seront les mêmes. La masse ne sera peut-être pas la même, mais les propriétés seront les mêmes. Donc voilà pour ce premier chapitre concernant la matière. Petits élèves de 6e, le cours est terminé. Merci.